Bonjour Marc. En quoi l'arrivée de Donald change ton approche en termes de placement? C'est quoi le nom que vous avez dit? Mon Dieu, je ne m'attendais pas à cette question. Est-ce qu'on parle vraiment de celui qui était le candidat du chaos et qui est devenu maintenant le président de l'incertain? Est-ce qu'on parle du même personnage? Oui, l'arrivée de M. Trump est un événement marquant, il n'y a aucun doute. M. Trump a beaucoup d'éléments à son agenda. Plusieurs sont de nature politique, immigration, construction d'un mur, discussion de nucléaire, l'Obamacare. Alors, il y a plusieurs éléments qui vont l'occuper de façon particulière dans les prochaines années, mais il y a aussi des éléments qui ont une connotation plus économique ou financière que j'aimerais adresser rapidement, en plus de tout le reste. Si on résume à date, parce que le propos de M. Trump change régulièrement, des fois on les lit dans des tweets, des fois on les lit ailleurs, pas beaucoup dans les conférences de presse parce qu'il n'en fait pas, il essaie de passer direct son message. Mais à date, son message économique a deux pans. Le premier est un pan domestique où Donald Trump veut « Make America Great Again », donc veut stimuler par certaines mesures l'économie domestique américaine. Et en campagne électorale et depuis qu'il a été élu, il fait référence à deux choses. Un, réforme du système de taxation, en particulier baisse du taux d'impôt aux États-Unis. Et deuxièmement, investissement massif en infrastructure. Les baisses de taux d'impôt, notre opinion là-dessus, c'est que s'il réussit à passer tout ce qu'il veut, la majorité des baisses d'impôts, en pourcentage, mais surtout en dollars, va être adressée à pas la classe moyenne et encore moins la classe qui ne fait pas d'argent, mais va s'adresser à la classe supérieure, donc les gens qui ont des revenus supérieurs, qui mangent déjà 3 fois par jour. Donc, il y a des calculs qui sont faits là, à l'effet que la partie de l'argent que les gens ne paieront pas en impôts, la majorité de cet argent-là va être épargnée. Donc, je pense que la baisse d'impôts n'aura pas l'effet escompté. En termes d'infrastructure, le plan d'infrastructure qui avait été initialement annoncé, on parlait de 1 trillion de dollars d'investissement en infrastructure. Là, depuis quelques semaines, on parle de 550 millions. Puis, un paquet de républicains qui ne veulent rien savoir, qui n'ont même pas accepté la moitié de ça en 2008, alors que l'économie mondiale chirait. Donc, c'est pas clair que ce plan-là va passer et ça risque d'être une version très diluée de ce qui avait été originalement annoncé. Et ça va probablement, de toute façon, causer un effet, un burst effect, où l'économie pourrait être stimulée pendant 1 an ou 2. Puis une fois que le stimuli va être terminé, bien, tout ce qui va rester, c'est peut-être des ponts qui sont en peut-être meilleur état, mais 4, 5, 600 milliards de dettes de plus. Et c'est ce qui fait peur, je pense, à la majorité des républicains conservateurs. Donc, son programme domestique, c'est pas clair qu'il va avoir l'impact escompté sur l'économie et qu'il va être à la hauteur de ce qui avait été annoncé. Le deuxième pan de ce que je vois que M. Trump a mis de l'avant, c'est qu'il remet en question la place des économies, la place des États-Unis dans l'échiquier mondial du commerce. M. Trump explique les déboires, malgré que l'économie américaine va mieux que la plupart des économies du monde, là, même si elle ne roule pas à 100 000 à l'heure. Dit que les États-Unis ont négocié soit des mauvais deals, par exemple l'accord de libre-échange avec le Canada et les États-Unis, on va revenir là-dessus dans 2 secondes, soit que les deals qui ont été négociés par des cocombes, donc les États-Unis n'ont pas tiré avantage de leur pouvoir économique et de leur pouvoir d'attraction, ou dans le cas où il n'y a pas de deal, les pays qui font des deals avec les États-Unis manipulent leurs devises ou font toutes sortes de politiques économiques qui ne sont pas fair play, et il va s'adresser à ça aussi. Donc, on peut s'attendre à ce que Trump ait une attitude plus confrontationnelle dans ses relations avec les pays que ce qu'on était habitué de voir depuis plusieurs années. Un peu comme Harper, quand il était au pouvoir avec les conservateurs, s'est détaché de ses prédécesseurs et a eu une approche un peu plus raide avec les États-Unis et l'ensemble des autres pays. Et les politiciens passent, puis il y en a des nouveaux qui arrivent. On va regarder
Harper a eu cette stratégie-là ou cette façon de faire-là, puis là, il est remplacé par un M. Trudeau dynamisé, puis c'est le darling de tous les pays du monde, puis lui, il veut se faire aimer par tout le monde. Donc c'est pas parce que quelqu'un arrive, puis je ne sais pas, M. Trump, s'il va être au pouvoir 1 an, 4 ans ou 8 ans, mais il ne sera pas au pouvoir 40 ans. Donc, il va avoir une pause, puis pendant le temps qu'il est là, ça se peut que ça joue plus rough que ça jouait avant. Mais est-ce que ça va changer énormément, à part la tension et la pression du monde avec qui il deal, là, mais est-ce que ça va avoir des effets économiques majeurs? C'est pas clair. S'il contribue par ses actions à réduire la vitesse de la mondialisation ou même de faire reculer la mondialisation, bien, ce qu'on peut s'attendre à terme, c'est que les bienfaits de la mondialisation vont être renversés. Ça veut dire que si il commence à charger un impôt, un tarif de 20, 30, 40 sur des souliers Nike qui viennent de la Chine, bien, le consommateur américain qui a bénéficié de souliers de course pas chers pendant 20 ans, bien là, ils vont coûter plus cher. Donc, les mesures qui ont aidé à réduire l'inflation du consommateur américain, bien là, ça va être dans l'inverse. Fait que les tarifs vont être plus élevés, soit parce que les prix vont être plus élevés, soit parce qu'il va y avoir des tarifs, ou parce que les entreprises américaines vont se mettre à produire les produits qui étaient faits en Chine, mais là, les salaires ne sont pas les mêmes. Donc, ça va réalimenter l'inflation. Les entreprises exportatrices, pas juste exportatrices, c'est l'ensemble des entreprises américaines qui ont fait fabriquer leurs produits à l'étranger au lieu des États-Unis, bien, eux, une grosse partie de la hausse des bénéfices des entreprises américaines depuis 20 ans provient du fait qu'avant, un running shoe, ils faisaient produire à 20$, puis ils ont envoyé ça en Chine, puis ça coûtait 75 sous. Fait que ça a amélioré le bénéfice des entreprises aussi. Donc, on pourrait avoir un renversement, mais je ne m'attends pas à quelque chose de très significatif, parce que je m'attends plutôt à ce qu'il y ait des levées de boucliers importants, et même au sein des républicains. Je suis convaincu que ça va avoir un impact médiatique, ça va, comme je disais, augmenter la pression de bien du monde, là. Mais je pense que le résultat final ne sera pas un impact majeur parce que les économies, comme les marchés financiers, sont des systèmes qui sont extrêmement complexes et c'est pas vrai que tu pèses sur un bouton et tu es capable de savoir exactement ce qui va arriver après. Donc, les gens vont réagir à cet environnement-là et c'est pas évident à prévoir. C'est pas comme tirer pile ou face, là, on ne sait pas qu'est-ce qui va tomber, mais il y a une chance sur deux que ce soit pile, puis une chance sur deux. Ça, c'est le nombre de scénarios qui peut arriver est très, très grand. Donc, on ne veut pas rentrer dans plus de détails que ça, mais je n'ai pas l'impression que l'impact va être aussi grand que ce que le monde s'imagine. Marc, dans la même foulée, justement, de Trump, en Europe aussi se dessine un mouvement de droite. L'Italie, la France commencent en élection, le Brexit et tout ça. Est-ce que ça peut pousser une stratégie conservatrice d'investissement avec tous ces mouvements politiques qu'il y a dans tous les marchés ou à peu près, là? En fait, je ne sais pas si c'est tous des mouvements de droite. Les républicains, je ne pense pas qu'ils pensent que Trump, c'est un gars de la droite, là. Mais ça crée des tensions qui amènent l'électorat du centre vers les extrêmes, que ce soit à droite ou à gauche. On l'a vu, on le voit, on l'a déjà vu en Europe, on va continuer à le voir en Europe. En fait, je suis plus préoccupé, ça veut dire que ça me stresse, mais ça me préoccupe plus le résultat des votes en Europe dans la prochaine année, en Italie, en France, en Allemagne. Ça me préoccupe plus que le dommage que pourrait causer Trump dans l'économie mondiale et même américaine dans les prochains 12 mois. Puis quand je dis que ça me préoccupe, je ne dis pas que ça me stresse parce que moi, je pense que, puis d'ailleurs, c'était le sujet d'une de nos conférences il y a 2 ans ou 3 ans, où je pense que l'Union monétaire européenne, ça n'a jamais été une bonne idée, puis ça n'a jamais marché. Ça a favorisé énormément l'Allemagne, ça a défavorisé à peu près tout le monde. Alors moi, je pense qu'ils peuvent très bien, ces pays-là, vivre ensemble, avoir des échanges commerciaux, mobilité de la main-d'œuvre, tout faire ces affaires-là, puis chacun avoir sa devise. On en parlait l'an passé. Il n'y a pas 3 économies plus intégrées que le Canada, les États-Unis puis le Mexique. Puis on a chacun notre devise, puis chacun fait son affaire.
et d'avoir ta propre devise, puis de payer des propres taux d'intérêt qui ne sont pas basés sur les taux d'intérêt d'un autre, bien ça donne une discipline. Parce que tu ne peux pas faire des niaiseries comme la Grèce a fait pendant 10-15 ans, parce que si ça avait été ça, les financiers auraient été inquiets, puis ils auraient chargé 25 d'intérêt, qui aurait fait que ça ne serait pas arrivé. Alors, je pense qu'il y a un avantage. Donc, même si l'euro, dans le sens de la devise, éclatait cette année ou l'an prochain ou dans 2 ans, je ne suis pas sûr que c'est un si mauvais signe que ça. Fait que moi, en fait, j'ai plutôt l'impression que s'ils s'entêtent à rester dans l'euro, ça, c'est plus négatif, ça les empêche. Le seul caveat, c'est l'Allemagne. L'Allemagne, elle, ne gagnera pas au change, c'est sûr. Et on a envoyé des textes là-dessus, on en a parlé l'an passé. Quand tu es un pays qui exporte 50 de son économie dans un monde qui devient soudainement protectionniste, et a profité l'Allemagne d'une devise, d'un euro très bas, parce qu'il était tiré par des pays qui étaient en difficulté. Là, si chacun a sa devise, le Deutschmark va augmenter de 50 à 75 par rapport à l'euro. Là, elle va trouver ça plus tough. Mais l'ensemble des autres pays vont être avantagés. Donc, c'est sûr qu'il va falloir suivre ça, et on le suit de plus près. Mais je disais, justement, vous allez recevoir dans les prochains jours une info d'Alpemilette sur l'Europe. L'Europe, on en parle comme étant le parent pauvre un peu du monde depuis 3-4 ans. Mais Bank Credit Analyst a sorti ce matin, bon timing, Fake News in Europe. Alors, il sort 3 points. Alors, le premier point, c'est, parce qu'on parlait toujours du chômage en Europe, c'était un drame, c'était 25 mais là, ils ont sorti des chiffres. Le taux d'emploi en Europe est le meilleur que ça n'a jamais été dans l'histoire, depuis qu'ils tiennent des statistiques. Donc, le nombre de personnes qui travaillent par rapport à la population qui est en âge de travailler est le meilleur qui a jamais été. Fait que la situation de l'emploi s'est beaucoup stabilisée en Europe. Leur taux de chômage a baissé, mais le taux de participation est très élevé. Donc, les gens ont réintégré le marché du travail. Deuxième chose, on dit toujours que les taux d'intérêt en Europe sont 0 puis sont 2,5 aux États-Unis parce que l'inflation aux États-Unis est plus élevée. C'est pas vrai, parce que quand tu calcules les mêmes affaires, tu t'aperçois que le taux d'inflation en Europe est le même qu'aux États-Unis, parce que c'est pas calculé de la même façon. Puis troisièmement, qui est le plus important, si je vous demandais quel groupe économique du monde a la plus grosse croissance économique dans les 3 dernières années, je suis certain qu'il n'y a pas grand monde qui dirait l'Europe, mais c'est l'Europe. L'Europe a le plus gros taux de croissance après inflation de tous les pays. Or, c'est une des raisons pourquoi dans nos portefeuilles, ça n'a pas payé tant que ça dans le passé, d'être en Europe. Là. On aurait été mieux d'être au Canada ou aux États-Unis, mais on a confiance à l'Europe parce que les marchés sont moins dispendieux, les taux d'intérêt sont plus bas, la devise est plus basse, et c'est des pays qui ont des croissances économiques qui sont en train de faire le ménage, que ça n'apparaît pas bien dans les front lines des journaux. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de potentiel en Europe qu'il y en a aux États-Unis au niveau investissement dans les 2-3 prochaines années. Et je pense que cette année, je vais avoir raison. Bonjour. Vous avez donné une partie de la réponse, mais j'aimerais peut-être vous demander également, qu'est-ce que vous pensez du marché canadien ou des marchés de l'Asie, du taux de change canadien, par exemple, à long terme. Vous avez parlé à un moment donné que c'était mieux d'être en action versus en obligation. Alors, quelles sont vos recommandations à court terme? On sait que Trump va être là 1 an, 4 ans, 5 ans, là, mais quelles sont vos recommandations à court terme pour les portefeuilles? Question simple, ça. Il y a plusieurs questions dans la question, mais je vais isoler l'élément taux de change, qui était une considération importante depuis quelques années, qui a drivé une grosse partie des rendements, si j'isole la partie action, là, dépendant si une grosse partie de notre portefeuille est investie à l'étranger ou non, ça a eu un impact important sur les rendements des portefeuilles depuis 3, 4, 5 ans parce que les mouvements de devises ont été très, très importants. La devise d'un pays, elle reflète. D'abord, c'est une devise face à un autre pays. Fait que le dollar canadien, il vaut X par rapport au US, X par rapport à l'euro, X par rapport au peso de Philippines. Alors, donc, le taux de change est différent d'une devise à l'autre. Mais grosso modo, la devise est le reflet d'un paquet d'affaires. Puis ces affaires-là changent dans le temps. L'influence d'un facteur sur la devise, pendant un temps, ça fait un bout. La toile de fond, c'est que la devise, c'est supposé représenter ou égaliser les prix entre les pays. Alors, si vous pouvez acheter un Big Mac à 1 pièce US aux États-Unis, puis que le même Big Mac coûte 1 pièce et 25 au Canada, bien, le taux de change devrait être 1,25 parce que l'Américain, avec sa pièce US, devrait être capable d'acheter un Big Mac aux États-Unis ou de la convertir en 1 pièce et 25 canadiens pour acheter son Big Mac ici. Donc, ça, c'est le pouvoir d'achat. Fait que sur des grandes périodes de temps, là, les devises ont tendance à avoisiner autour du pouvoir d'achat. Qu'est-ce qui fait que ce n'est pas tout le temps ça aligne et qu'il y a des changements? C'est d'autres facteurs. C'est par exemple, est-ce que
votre économie est dans une période où vous êtes en période où vous exportez beaucoup. Alors, quand vous exportez par rapport à ce que vous importez, donc vous avez ce qu'on appelle dans le jargon une balance commerciale favorable, comme le Canada a eu pendant une dizaine d'années, quand il y avait le boom des ressources, on exportait des ressources. Alors ça alimente la demande pour le dollar canadien et ça fait en sorte que votre devise va bien. Alors ça, c'est une des choses qui peut l'aider. Deuxièmement, si vos taux d'intérêt réels sont plus élevés dans votre pays que dans l'autre pays, bien, vous allez attirer de l'argent. C'est le cas de la situation et je pense que c'est 80 de la raison pourquoi le dollar américain a si bien fait face au dollar canadien, mais face à l'ensemble des devises du monde depuis 3 ans ou 4 ans, parce que les taux d'intérêt aux États-Unis sont 2,5 à peu près. Là. Il était comme 1,5, là, ça a monté pas mal depuis 3 mois. Mais les taux d'intérêt étaient négatifs en Europe, puis étaient pas très, très élevés en Asie. Donc, si vous étiez un investisseur en obligations et vous vouliez acheter un taux d'intérêt, bien, l'économie américaine ou les titres américains vous donnaient le plus haut taux d'intérêt. Alors, tu dirais, pourquoi est-ce que les taux d'intérêt sont plus élevés aux États-Unis qu'ils sont en Europe? La raison, c'est que la Banque centrale américaine, voyant que l'économie se replaçait, l'emploi commençait à gagner un peu de traction, était moins agressive à garder les taux bas que l'Europe où le ménage faisait moins vite. Donc, ça a alimenté beaucoup de demandes pour du dollar américain, les inquiétudes sur l'Europe à rajouter sur le tas, etc. Donc, mais ça, il y a des cycles là-dedans. Alors, le dollar américain a monté d'à peu près 30 sur l'ensemble des devises du monde depuis 4 ans ou à peu près. Et c'est pas mal sûr que ça ne durera pas. T'sais. Il va y avoir un retour parce que là, la moyenne, qui est le pouvoir d'achat moyen, mon exemple du Big Mac, on est complètement débalancé. Fait que je ne sais pas si c'est la semaine prochaine, dans 3 mois ou dans 3 ans que ça va revenir. Et c'est pas négligeable quand on évalue nos placements aux États-Unis. Parce que si vous regardez, puis on les a, les chiffres, l'écart de rendement entre avoir acheté la bourse américaine depuis 3 ans ou 4 ans, puis l'écart de rendement par rapport à avoir acheté la bourse canadienne ou les autres bourses du monde, 75 de l'écart, c'est la devise. Alors, si les devises n'avaient pas bougé, là, vous ne feriez pas plus d'argent aux États-Unis avec la bourse que vous n'auriez fait en Europe ou au Canada. Alors, vous en avez fait parce que le dollar canadien a chiré contre le dollar américain. Ça, c'est 75 Puis l'autre 25 c'est que le ratio coût-bénéfice, le prix que vous payez pour une pièce de bénéfice aux États-Unis, ça a monté de 25-30 dans les 2-3 dernières années. Fait que les compagnies américaines type, là, a fait 2 de bénéfices de plus aujourd'hui qu'elle en faisait il y a 3 ans, mais les titres ont monté de 25-30 Fait que ça, c'est quelque chose qui n'est pas nécessairement soutenable. Surtout si ça commence à s'améliorer en Europe, si les économies reprennent du poil, s'ils commencent à monter les taux d'intérêt en Europe un petit peu, où ils arrêtent d'être aussi agressifs à garder les taux bas. Alors, ça va faire en sorte qu'une partie du gain du dollar américain va s'effacer graduellement dans le temps. Donc, il faut faire attention d'acheter l'histoire de l'an passé, puis il y a 2 ans, puis dire, bon, ben je m'en vais vers une gestion qui met 100 de mes titres aux États-Unis, parce que c'est ça qui a marché dans les 2 dernières années. Pas clair que c'est ça qui va marcher dans les 2-3 prochaines. Donc, l'idée, c'est pas d'être tout un ou tout l'autre, c'est d'avoir un équilibre, puis nous, on a fait des calls d'un portefeuille. C'est sûr que nos placements en Europe l'an passé, on fait moins 2, moins 3 Ça aurait été mieux de les faire aux États-Unis. On faisait 12-13 Au Canada, on faisait 40 là. Mais peut-être cette année, ça va être l'inverse qui va arriver. Fait que, à un moment donné, c'est pour ça qu'il ne faut pas que tu regardes ça sur 1 an. Là, tu regardes ça sur 3 ans ou 5 ans. Et donc, le jeu de la devise a beaucoup aidé le rendement des placements américains. Puis je pense que ça risque d'être menacé dans les prochaines années. Il faut juste faire attention à ça. Bonjour. Bonjour. Je vous félicite pour votre discours. C'était grandement apprécié. J'ai aimé comment vous avez débuté votre discours en disant le risque des idées communes. Et je pense que ça se ressent ici dès qu'on mentionne le nom de Trump. Soudainement, on entend des rires. La question que j'ai à vous poser, c'est vous ne pensez pas que les réductions de taxes dont il propose pour réapatrier les sommes d'argent des compagnies qui sont à l'extérieur, puis les ramener en Amérique. Pensez-vous pas que ça pourrait aider aussi l'économie à long terme? Parce qu'une des grosses faillances ou failles de la croissance, la petite croissance qu'on a eue durant les dernières années, c'était justement le manquement de CAPEX, Capital Expenditures. Vous pouvez le traduire en français, je ne connais pas le terme. Donc, je voudrais avoir votre commentaire là-dessus dans un premier temps. Dans un deuxième temps, aussi, quand on parle des contrats de globalisation signés à l'international, j'ai des clients, moi, par exemple, qui sont dans les mines, dans les ressources naturelles.
les compagnies chinoises viennent les acheter, mais en contrepartie, quand des compagnies canadiennes ou américaines veulent acheter des compagnies en Chine, ils ne le peuvent pas sans avoir un partenaire chinois. Donc, je pense qu'effectivement, il y a quelque chose à dire sur le fait qu'il y a des mauvais contrats qui sont signés, un débalancement de ces contrats, surtout avec des pays communistes dont la globalisation aurait dû les amener à un niveau de démocratie plus avancé, où on ne le voit pas. Donc, je pense que ça aussi, ça explique en quelque partie ce mécontentement ou ce soulèvement de la population. Je voudrais donc avoir votre commentaire là-dessus. En fait, le deuxième point, effectivement, vous avez raison. Le match ne semble pas avoir été nivelé entre l'accès. Je te donne accès à mon marché, mais il faut que tu me donnes accès au tien. Ça ne donnait pas grand-chose d'avoir accès au marché chinois il y a 15 ans. Il n'y avait pas personne qui avait 5 cents. Là, ça commence à valoir la peine. Et c'est là que ça commence à être un problème. Fait que c'est sûr que la dynamique va changer. Trump est un catalyste de ça, là. La dynamique va changer dans les prochaines années. Mais je pense que le besoin de la globalisation va continuer à être là, mais il va être moins grand avec les avancées technologiques. Tu vas pouvoir fabriquer chez vous sans nécessairement d'aller ailleurs. Ça, c'est un débat qu'on ne réglera pas, là, mais il va certainement avoir un changement à cet effet-là. Le concept, c'est que les compagnies américaines, pour sauver des impôts, ont généré des profits dans des havres fiscaux. Et l'argent est pogné là. Puis s'ils la ramènent aux États-Unis, ils vont devoir payer des impôts importants. Fait que c'est pour ça qu'ils la laissent là. Et la tangente de votre question, c'est comme l'argent est là-bas, puis les compagnies américaines n'ont pas investi aux États-Unis depuis 5, 6, 7 ans parce qu'ils ne veulent pas ramener leur argent pour avoir à payer des impôts. Donc, ça fait en sorte qu'ils n'ont pas investi dans leur économie. Ils n'ont pas engagé de monde, puis ils n'ont pas acheté d'équipement. Je pense que la prémisse n'est pas tout à fait exacte parce que les compagnies américaines, ils ont eu accès à du capital. Fait qu'ils ont de l'argent au Liechtenstein, mais ils ont une dette à Bank of America à San Francisco. Donc, ils ont emprunté pour avoir de l'argent. Sauf qu'ils n'ont pas investi en immobilisation, pas parce qu'il n'y avait pas d'argent, c'est parce qu'ils voyaient l'économie qui allait nulle part. Tu sais, au chômage était élevé, le consommateur qui était chez le gars, puis ils ont eu raison. Et c'est pour ça qu'ils n'ont pas investi. Mais ils ont pris cet argent-là, ils ont payé des dividendes, ils ont racheté du stock, ils ont fait des acquisitions à l'occasion. Donc, le fait que les capital expenditures n'ont pas été élevés, et c'est un phénomène mondial, et c'est le cas, ne reflète pas le fait que c'est parce qu'ils n'ont pas eu d'argent. Et je pense que même si l'argent vient aux États-Unis, ça va rembourser la dette, puis ça ne générera pas nécessairement des dépenses à CAPEX, à moins que le consommateur qui drive 75-80 de l'économie américaine se remette à consommer, que ça se peut que ça arrive, parce que lui, il est en train de faire un ménage un peu dans ses finances, mais c'est un processus à long terme. Il y avait une surcapacité mondiale qui était le résultat d'avoir des taux d'intérêt bas et une économie vibrante pendant 15-20 ans. À un moment donné, cette surcapacité est en train de se réduire parce qu'il n'en remet plus. Fait qu'à un moment donné, elle s'use. Et moi, ce que je pense, c'est que le stimuli, si Trump réussit à créer un stimuli aux États-Unis économique, ce stimuli-là est plus susceptible de créer de l'inflation qui est susceptible de créer de la croissance économique. Moi, j'ai une question assez terre à terre, plus directe. J'ai l'impression que je ne suis pas le seul à me poser la question. À quoi on peut s'attendre comme rendement en 2017, peut-être 2018, puis c'est vraiment bon en 2019? En fait, je suis meilleur. Je peux vous faire une prévision à 20 ans. J'ai moins de chances de me tromper qu'une prévision de 20 jours. Donc, le fait qu'on allonge, ça ne réduit pas mes chances de succès, ça les augmente. Parce qu'il y a une loi de moyenne à un moment donné. Et plus on étire, plus la loi de la moyenne va arriver. C'est très difficile à prévoir. Si je vous disais que j'avais une précision, ça serait probablement une précision erronée. Donc, je n'ai pas une précision. Il y a des choses que j'ai des convictions, mais il y en a d'autres que je n'ai pas. Quel va être l'impact? Qu'est-ce que Trump va sortir comme idée? Quel impact ça va avoir dans les marchés? Les élections en Europe, c'est un moving target. Mais ce que je suis assez sûr de mon coup, c'est que je vais faire plus d'argent en Europe et en Asie au cours des 2-3 prochaines années que je vais faire aux États-Unis. Ça veut-tu dire que je vais faire 0 en Europe et c'est moins 15 aux États-Unis? Peut-être que ça va être ça aussi. Hein. Mais c'est un environnement qui est plein de défis, plein d'insécurité, etc. Mais si vous gérez votre propre argent au lieu que c'est moi qui gère pour vous, on sort là aussi, ces insécurités-là. Puis moi, ce que je vous suggère, c'est que je passe plus de temps à faire ça à chaque jour que vous le faites, puis que vous êtes dans la bonne voiture. Peu importe ce qui va arriver. Puis si le marché chire, bien,
Puis c'est arrivé, là. Moi, ça fait quand même un bout que j'ai de l'argent, là. Et les meilleures années, on les a eues quand ça a baissé substantiellement. Puis non seulement ça récupérait la mauvaise année, mais on le faisait en plus parce que ça nous permet d'acheter des titres qu'on n'aurait pas fait autrement. Fait qu'on suit la situation, on essaie de la prévoir, mais avec l'idée que c'est difficile de prévoir quoi que ce soit ces temps-ci. Bien, merci infiniment de votre présence en grand nombre encore. Et l'an prochain, ça va être la 10e.